Bonjour à tous, bienvenue pour cet œil de Kousma. Alors comme vous le voyez, eh bien, nous sommes à Athènes. C'est un œil de Kousma original avec le Parthénon, l'Acropole derrière moi. Vous le savez, c'est parce que nous sommes venus ici rencontrer Zoé Constantopoulou, faire un reportage sur elle, son parti, Cap sur la liberté, son programme, et puis nouer des relations plus poussées avec la Grèce, où nous reviendrons régulièrement, car la Grèce est extrêmement intéressante. Vous le savez, il y a 10 ans, ici, il y a eu une lutte sociale et politique colossale, pas seulement en Grèce, mais au niveau européen. Oui, c'était le moment où Syriza était au pouvoir, avec Tsipras à sa tête, immense espoir de gauche, mais aussi immense espoir de souveraineté, car Syriza voulait s'opposer à l'Union européenne et à ses diktats. Mais après 6 mois de gouvernement et de lutte intense, de négociations, ça a été la douche froide, la capitulation de Syriza, la capitulation de Tsipras face à ce qu'on appelait la Troïka et l'Eurogroupe, qui regroupait la Banque centrale européenne, la Commission européenne et le Fonds monétaire international. Et la trahison de Tsipras a été telle qu'il a signé un mémorandum pire que celui contre lequel Syriza avait été élu 6 mois avant. Et cela alors que les Grecs avaient voté non, όχι, à 63% dans une mobilisation sociale sans précédent pour refuser justement les diktats européens, tout en sachant ce qui risquait de leur tomber sur le coin du nez. Le problème à l'époque, c'était la dette. Or, Syriza ayant trahi, il y a eu ici une situation assez catastrophique sociale et un problème politique majeur, dont est sortie une figure qui était déjà connue à l'époque de Syriza, qui était Zoé Constantopoulou, que moi je considère comme une femme formidable. On a une vraie politicienne femme, européenne, grecque, et qui est une bouffée d'oxygène dans le marasme politique européen, avec de vraies convictions, un vrai engagement et une capacité, je pense, à diriger et à porter un espoir, non seulement pour la Grèce, mais pour l'Europe dans son ensemble. Or, Zoé Constantopoulou, elle, alors qu'elle était présidente du Parlement, a refusé de conserver son statut et les bénéfices qui vont avec, a démissionné et rejoint le peuple. Alors, il y a eu toute une série d'événements politiques qui l'ont concerné. Vous verrez tout ça dans la vidéo que l'on fait avec elle et son interview, donc je ne rentrerai pas dans ces détails-là, mais je vais revenir un peu sur ces 10 années passées. Alors, à l'époque, le déficit de la Grèce avait un PIB de 195 milliards de dollars, en baisse de 28% par rapport à 2008. Donc vraiment une crise très profonde avec un énorme endettement. Aujourd'hui, le PIB est de 237 milliards, donc il s'est amélioré avec une croissance annuelle de 2,3%. Donc il y a un mieux, mais ça rattrape à peine la situation de l'économie grecque en 2008. Le taux de chômage, il y a 10 ans, était de 28%. Alors, officiellement, il est tombé à 10%, mais bon, là, on a des calculs du chiffre du chômage qui ne sont pas le chômage réel. Le calcul a été durci, les conditions de chômage ont été durcies, les conditions de travail ont été durcies. Ici, on peut travailler jusqu'à 70 ans, beaucoup de gens ont plusieurs emplois. Et puis surtout, ce sont des centaines de milliers de jeunes Grecs qui ont quitté le pays. Et il se passe un petit peu ce qui s'est passé avec la Pologne, parce que les européistes, avec les diktats qu'ils ont imposés à la Grèce, à savoir contrôle de leur économie, de facto, réformes structurelles, de la même manière que le FMI les imposait aux pays africains dans les années 90, ça veut dire moins de dépenses publiques, destruction des services publics, privatisation d'à peu près tout ce qui est privatisable, et d'ailleurs, derrière moi, au-delà de l'Acropole, dans cette direction, il y a le port du Pirée.
Et les privatisations ont beaucoup profité à la Chine, qui détient toujours le port du Pirée, un des principaux ports d'entrée dans l'Union européenne. Bravo Bruxelles, encore un coup de génie de la Commission européenne. Passons, ils n'en sont pas à leur premier. On a donc une situation qui est un peu comme la Pologne, où la Pologne, à l'époque, on parlait de miracle polonais, mais il y avait 16,2% des Polonais qui n'étaient plus dans leur pays. Ah oui, imaginez la France, si tout à coup 16,2% de nos citoyens vivaient ailleurs et envoyaient de l'argent en France. Beaucoup de problèmes de chômage et de finances publiques seraient réglés. Et il s'est passé la même chose avec la Grèce. C'est beaucoup de ces cerveaux scientifiques, intellectuels, chercheurs, mais aussi des artistes qui sont partis en Allemagne, en Suède, en France, en Grande-Bretagne, en Australie, aux États-Unis. Des centaines de milliers de jeunes, les forces vives, et fort logiquement, le chômage baisse, mais également l'espoir pour le pays, et il se voit très clairement dans la chute terrifiante de la natalité. On sait que pour Emmanuel Todd, c'est un marqueur extrêmement important avec le taux de mortalité infantile qui lui aussi augmente malheureusement. Ça, c'est à cause du mauvais état de l'hôpital et des services publics. Et donc tous ces jeunes qui sont partis ou qui n'ont pas les moyens parce que le logement est très cher, beaucoup de Airbnb. Alors oui, boom du tourisme, mais ça a des conséquences pour les gens qui habitent ici. Même problème qu'en France, même problème qu'en Bretagne. Et donc difficulté de vivre de son travail, difficulté d'accéder au logement, faible espoir en l'avenir et donc peu d'enfants. Ce qui obère évidemment le futur de ce pays qui vieillit de plus en plus et qui vit principalement d'une part d'agriculture, beaucoup encore du transport maritime, puisque la Grèce en détient quasiment 18% du transport maritime mondial, et bien sûr le tourisme. Oui, c'est un peu le problème en aggravé de ce que l'on peut voir en France. Et le souci, c'est que, peut-être vous voyez à l'écran avec le bâtiment qui est derrière moi, juste avant l'acropole, mais même à Athènes, il y a beaucoup de bâtiments décatis, lézardés, mal entretenus. Ça semble très très difficile jusqu'au Parlement grec, où on voit qu'ils essayent il fait un très beau Parlement, qui fait bonne figure, mais on voit les lézardes, on voit que donc les déficits de maintenance vont s'aggraver. Je le répète, on le dit souvent sur Fréquence Populaire, les économies de bout de chandelle des néolibéraux coûtent cher à l'avenir. Beaucoup plus cher que la maintenance. Mais sur les tableaux de dette, sur les tableaux de dépenses, hop, on enlève des coûts et l'économie semble s'améliorer alors qu'en fait, elle se désagrège dans sa profondeur et on le voit dans les bâtiments aujourd'hui grecs. Ça sera pire à l'avenir pour les canalisations, pour toute une série d'infrastructures lourdes. Et déjà, il y a des accidents terribles et graves, comme celui de Tempi, l'accident ferroviaire qui a coûté la vie à 57 citoyens grecs, en particulier des jeunes, des étudiants qui faisaient le trajet Athènes-Thessalonique. Donc l'accident de Tempi a été à un moment une déflagration sociale, politique, psychologique pour l'ensemble de la Grèce. Et on n'en a pas parlé, évidemment, en France ni ailleurs en Europe. On n'en a pas parlé et on n'a pas parlé des manifestations monstres. Olivier Delorme nous l'a dit, même dans sa petite île où il vit au large de la Turquie, sur une île grecque, sur 800 habitants, 400 allaient manifester régulièrement, la moitié de l'île, partout. La même chose en Grèce. Le pays compte 11 millions d'habitants et il y a eu 1 million de manifestants à Athènes. Imaginez-vous, c'est comme si ramené à la population française, on avait 6 millions de manifestants dans Paris. Évidemment, pas de quoi en parler. Et pas de quoi en parler, surtout parce que les critiques étaient dures contre le gouvernant Mitsotakis et contre les coupes budgétaires, contre la Troïka, contre l'Union européenne, contre la Commission européenne, qui a imposé ces coupes dans le budget, la réduction des services publics, la privatisation, qui sont les causes principales de l'accident de Tempi. Et les citoyens
en ont parfaitement conscience. Et le problème, c'est qu'ils ont également conscience que des tempi, il y en a plein là. Est-ce que ce bâtiment va tenir? Là, vous ne le voyez pas à l'écran, mais il y a en face de moi un bâtiment, réellement, il est au bord de l'effondrement. Voilà. Je ne sais pas à quelle mesure il est sous contrôle, des bâches ont été mises, mais tout ça a l'air très très rouillé. C'est relativement dangereux. Des ponts, des installations portuaires, on ne sait pas ce qui pourrait arriver. Or, le problème, c'est que c'est un problème structurel. Donc, derrière les chiffres d'une certaine amélioration de l'économie, eh bien, on a une situation qui est difficile en Grèce. Et encore une fois, qui se manifeste par le problème principal, c'est que l'avenir n'est pas garanti pour le jeune. Les jeunes eux-mêmes le disent, ils ne sentent pas. Ils partent beaucoup, ils quittent la Grèce, ce qui est pour beaucoup un crève-cœur. Et d'ailleurs, on le voit aussi avec les questions d'immigration. Alors ici, la gauche, dans son ensemble, est très, très welcome migrants. D'abord par solidarité, puisque la Grèce est un des points d'entrée principaux. Beaucoup de gens venus du monde entier, mais en particulier du Proche-Orient et d'Afrique, ont atterri sur les côtes grecques, parfois dans des situations catastrophiques. Et les Grecs sont des gens vraiment chaleureux, il faut le dire. Même si ça ne va pas, ils vont vous aider d'une manière ou d'une autre. On a vraiment un esprit de fraternité propre aux Balkans, qui se manifestent très très fort au quotidien en Grèce. Eh bien, ils viennent en aide. Mais on le voit dans la rue, on le voit un peu partout dans la Grèce, les migrants ne restent pas ici. Hein. Et eux-mêmes voient bien qu'il n'y a pas énormément d'avenir déjà pour les habitants de la Grèce. Donc la Grèce, c'est un lieu de passage. Donc c'est un rapport à l'immigration qui est différent du reste de l'Europe. Beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties aussi, et finalement assez peu qui restent en Grèce. Donc un pays formidable. Donc culture de l'hospitalité des Balkans, culture de l'hospitalité grecque qui remonte à l'Antiquité, où on peut dire d'une certaine manière, pour l'Europe, ce sont les Grecs qui ont inventé cette fraternité humaine, cette solidarité envers l'étranger, alors même s'il n'était pas intégré à la vie politique, hein, c'était les métèques, mais il y avait cette philosophie de la xénia, de l'accueil de l'étranger et de l'aide qu'on lui apporte. C'est quelque chose qui s'est clairement maintenu dans ce pays. Et donc je disais, mais bon, les migrants ne restent pas, et c'est compréhensible, car malgré les améliorations officielles des chiffres de l'économie, la réalité sociale est terrible. Il y a 21,2% de pauvres dans le pays. Hein. Plus d'un Grec sur deux est sous le seuil de pauvreté. Et les risques pour l'économie sont très très forts. Et ici, il y a eu énormément d'installations d'éoliennes, de panneaux solaires. Le panneau solaire fait sens, évidemment, en grec. Les éoliennes, comme partout, c'est assez laid et relativement peu efficace. Mais il faut savoir que dans son mix énergétique, la Grèce dépend à 55% du pétrole importé. Et là, on le verra plus tard dans cet œil de Kousma, le problème, c'est que quand on dépend à ce point du pétrole extérieur, si les cours augmentent, ça sera évidemment une catastrophe pour l'économie grecque. Et l'épée de Damoclès est toujours là. Donc voilà, pour un rapide aperçu de la Grèce et de cette situation, et je vous renvoie à la discussion qu'on a eue avec Zoé Constantopoulou et la vidéo d'interview de Zoé Constantopoulou, qui nous a beaucoup parlé également de féminicides, qui sont un marqueur aussi de la crise, l'augmentation des féminicides assez importante en Grèce. On était à une commémoration d'un cas grave d'assassinat le 1er avril 2024, il y a un an. Donc on est allé avec elle et avec les familles, en particulier la mère de cette victime-là, mais il y avait d'autres familles de victimes proches de femmes ayant subi des féminicides. Ils sont en augmentation. C'est aussi un marqueur de la déliquescence sociale, de l'augmentation de la pauvreté, de la crise, en réalité profonde, qui touche le quotidien des Grecs, même si Mitsotakis peut célébrer des chiffres de l'économie grecque en amélioration. Il faut savoir aussi que l'économie bénéficie
de l'excellente année 2024 en termes de tourisme. On espère que 2025 sera aussi une bonne année pour les Grecs dans ce domaine-là. Si vous aimez ce que nous faisons, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, Fréquence Populaire, mais aussi, s'il vous plaît, abonnez-vous sur notre fil Telegram. Pour ceux qui ont Telegram, vous pouvez télécharger Telegram aussi, ou sur TikTok. Nous avons besoin de vous pour nous diversifier. Nous sommes solides sur YouTube. On va tranquillement, pas tranquillement en fait, assez rapidement vers les 100 000 grâce à vous. Donc n'oubliez pas de continuer à commenter, à partager nos vidéos auprès de vos proches, de ceux que vous connaissez, s'il y a des sujets qui vous intéressent. D'autant plus que maintenant, toutes nos vidéos sont chapitrées. Donc s'il y a un sujet qui vous intéresse, vous pouvez y accéder directement, vous pouvez le découper, l'envoyer à des proches. Voilà, c'est la meilleure manière par laquelle vous pouvez nous aider et on vous en remercie. Allez, l'œil de Kousma à Athènes continue. L'annonce principale ici, depuis qu'on est en Grèce, bien sûr, il y a l'affaire Marine Le Pen, dont on parle ici beaucoup. Mais ce n'est pas le sujet principal mondial, évidemment. Le sujet principal mondial, c'est la guerre commerciale initiée par les États-Unis, la mise en place des tariffs de Donald Trump, c'est-à-dire les taxes douanières. Vous l'avez sûrement vu, Donald Trump dans les jardins de la Maison-Blanche, portant une sorte de gros graphique avec les différents taxes douanières qu'imposeraient les différents pays aux États-Unis, disant que les États-Unis souffrent, on n'a jamais autant souffert, et tous ces pays nous imposent des taxes douanières, alors que nous, jamais de taxes douanières, on ne fait pas ça. Donald Trump a visiblement oublié sa première présidence et la guerre commerciale qu'il avait déjà entamée à ce moment-là, et puis c'est pas le seul, hein. Obama, Clinton, Bush, ils sont nombreux à préserver l'économie américaine, en particulier l'agriculture, le coton, le pétrole, par des taxes et des guerres commerciales parfois camouflées. Sauf que là, c'est open bar, donc est beaucoup plus violent. Donc Donald Trump a annoncé des taxes douanières très fortes pour tous les pays. Et principalement sont ciblés l'Union européenne, ses alliés, et la Chine. Bon. Alors ce qui est intéressant, c'est le petit micmac sur le calcul, parce qu'on a appris par des économistes et des mathématiciens que la formule de James sur Wiki était fausse. Ça a été un peu calculé. Alors la Maison-Blanche a fait... a précisé sa méthodologie dans une publication en utilisant des symboles mathématiques très compliqués pour les gens moyens. Mais bon, les mathématiciens ont regardé ça un peu de près et se sont dit que bon, c'est un peu brouillon quand même. C'est beaucoup de poudre aux yeux, un peu à la manière de Trump. C'est un calcul beaucoup plus simple. Ils ont principalement utilisé un comparatif entre le déficit commercial des États-Unis avec un pays étranger et qui a été divisé par les exportations de ce pays et ça a donné un chiffre qu'on a divisé par 2 et ça a été la taxe douanière fixée pour ce pays spécifique. Voilà. Division du déficit commercial par les exportations de ce pays vers les États-Unis, puis on divise tout ça par 2. C'est pas énorme, hein. Bon, tout le monde se moque un peu maintenant des États-Unis et de Donald Trump et de son équipe pour cette formule. Mais je rappellerai que l'Union européenne ferait mieux de pas trop se moquer des États-Unis parce que nous, il n'y avait même pas de formule. Je vous rappelle Maastricht, les 3% de non-dépassement des déficits publics, 3% du PIB, eh ben, ça a été choisi comme ça. Un petit peu, on connaît maintenant l'histoire. Il n'y a même pas de calcul, il n'y a même pas 6 divisé par 2 égale 3. Ah, chiffre miracle, on va l'appliquer au budget des États. Non, ça a été décidé comme ça, sur un coin de table. Ça a été raconté à l'époque de François Mitterrand, c'est 3%. Ils auraient pu dire 4, 5, 12, mais ils ont fait 3. Voilà. Donc,
il y a une nette amélioration des techniques de calcul de l'administration Donald Trump par rapport à celle de l'Union européenne, même si ça reste assez ridicule. Mais d'un autre côté, ce que fait Donald Trump, même si c'est de manière brouillonne, est une politique protectionniste qui a été assez classique dans l'histoire du monde. Ce qui peut étonner, c'est que nous sortons de quasiment 50 ans, allez, 40 ans, clairement, de libre-échange absolu. Enfin, encore une fois, pas pour les États-Unis, qui ont toujours su conserver des politiques protégeant leurs intérêts nationaux, leur économie, contrairement aux Européens, enfin à l'Union européenne, qui, elle, s'est ouverte aux quatre vents, c'est la zone mondiale la moins protégée. Et donc, cela a eu des conséquences évidemment très très graves pour l'industrie, et donc pour le chômage, et donc pour l'économie en général, qui est maintenant en récession, déficitaire et très largement désindustrialisée. Or, J.D. Vance, récemment, s'est exprimé assez clairement. Ce qui est encore une fois étonnant avec les Trumpistes, c'est qu'ils sont clairs. Et ils disent ouvertement ce que les autres pensent tout bas et d'ailleurs cachent ou font semblant de croire le contraire. Qu'est-ce qu'a dit J.D. Vance? On l'a commenté avec Arnaud Bertrand dans son émission sur la Chine et les BRICS en Chine. Qu'a dit J.D. Vance? Il a dit, eh bien écoutez, la globalisation, c'était quoi? C'était nous, pays occidentaux, Amérique, Europe, plus le Japon, puissants. Et nous avions décidé de délocaliser une partie de nos industries, les moins intéressantes en termes de revenus, peut-être les moins compétitives, les moins de haute technologie, les machins en plastique, les bidules, la métallurgie, une partie de la métallurgie lourde, tous ces machins, et puis les mines aussi, les mines. Creuser les mines, ça c'est sale, on n'aime pas ça, nous, les Occidentaux. On lutte pour un meilleur air, hein. On aime l'écologie, mais c'est pas grave si en Afrique ou en Asie ou en Amérique latine, c'est pollué. C'est pas très grave. Alors, on a eu cette politique-là, donc J.D. Vance dit tout ça de manière absolument ouverte, et il dit, mais ça s'est pas passé comme on l'espérait. Il ose le dire, mais c'était la réalité. Ça ne s'est pas passé comme l'Occident l'espérait, c'est-à-dire une continuation à l'infini du contrôle d'une économie mondiale dominée par les États-Unis et l'Europe, où eh bien, nous, Occidentaux, bénéficions du meilleur de l'économie et les autres de quelques miettes. Et ils se maintenaient à un niveau technologique dont on pouvait se moquer et évidemment ne pas nous faire concurrence. Et J.D. Vance a dit « mais ça n'a pas marché ». Ils se sont développés, ils ont appris, ils ont fait des universités, ils se sont formés et ils sont maintenant plus compétitifs que nous sur les 2/3 des nouvelles technologies. Ça doit cesser. C'est ça la logique de l'administration Trump et qu'on ne peut pas complètement critiquer et qu'un jour, dans l'Union européenne, on devra mettre en œuvre. On a un réel problème d'industrie. Or, pour le moment, en raison des traités de libre-échange, en raison des politiques absolument non protectionnistes, il est quasiment impossible de réindustrialiser l'Union européenne. Donc il faudra le penser. Et l'exemple américain, peut-être, nous permettra de ne pas faire les erreurs qu'ils sont clairement en train de faire. Alors on a vu l'effet immédiat des annonces de Donald Trump, ça a été une chute des bourses asiatiques. La Chine a immédiatement annoncé qu'elle limitera ses investissements aux États-Unis. Alors, d'un côté, c'est l'objectif visé, que justement, ils perdent. Sauf que là, la Chine a bien parlé d'investissement aux États-Unis, c'est-à-dire d'ouverture d'usines aux États-Unis ou de financement par la Chine d'entreprises américaines. Et compte tenu de la puissance économique mondiale de la Chine et de ses capacités d'investissement, ça, c'est clairement pas une bonne nouvelle pour les États-Unis. Mais le problème est ailleurs, en fait. Le problème n'est pas dans le fait que Donald Trump, encore une fois, même si c'est de manière brouillonne, même si c'est un peu ridicule sur la manière de calculer ces taxes douanières, le problème n'est pas qu'il mène une politique protectionniste si l'objectif c'est de réindustrialiser. Le problème, c'est l'économie américaine, telle qu'elle est aujourd'hui, et pourquoi elle est tellement déficitaire. Et il faut noter aussi que
la politique qu'il mène est très bien reçue par les catégories populaires aux États-Unis. C'était une des raisons principales de sa victoire en 2016 contre Hillary Clinton, victoire surprise, rappelons-nous, mais qui n'était pas tellement surprise pour ceux qui étaient allés sur le terrain, ce qui a été mon cas dans le nord-est industriel en 2015-2016, et j'avais vu le soutien des cols bleus, des ouvriers américains, tout à fait ravis des propositions de Donald Trump avant son premier mandat de protéger l'industrie américaine en faisant des taxes sur l'acier, sur l'aluminium, sur les voitures. Ça a été la première guerre commerciale avec l'Union européenne. Il a aussi été réélu pour ça lors de la dernière élection, et pour le moment, c'est bien reçu. Alors, le problème, c'est qu'il risque d'ailleurs de grosses inflations, et puis surtout, Donald Trump ne traite pas le problème réel de l'économie américaine. Certes, il y a des déficits commerciaux, mais certes, les États-Unis dépensent plus qu'ils ne produisent. C'est ça, un déficit commercial. Rappelons que le nôtre est assez catastrophique. Mais le problème de la dette publique des États-Unis est dû à autre chose. Il est un peu dû à cela, mais il est principalement dû aux guerres américaines, aux 800 bases américaines sur toute la planète, aux centaines de milliers de soldats américains qui, dans une logique impériale, sont dans ces 800 bases autour du monde. Et bien sûr, les guerres d'Afghanistan, d'Irak, de Syrie, de Libye, et ainsi de suite, qui ont coûté des trillions de dollars, des milliers de milliards de dollars aux contribuables américains, sans rapporter grand-chose, plus les guerres par procuration, parce que Israël fait la guerre aux Palestiniens depuis des décennies maintenant, depuis l'arrêt des accords d'Oslo, par la volonté de Netanyahou, on le voit récemment depuis le 7 octobre, exclusivement grâce au soutien américain. Sans soutien américain, donc en partie à perte, ces guerres s'arrêtent, mais ça contribue à creuser le déficit américain. Et puis, il y a l'autre problème qui nous vient de Ronald Reagan, qui est un problème structurel qui s'est aggravé sous Clinton, encore plus sous George Bush, un peu moins avec Barack Obama, qui a remis un peu d'égalité sociale, pas beaucoup, hein, un tout petit peu, et puis a réaggravé avec Biden, et maintenant qui va à nouveau s'aggraver avec Donald Trump. De quoi je parle? Les baisses d'impôts pour les plus fortunés, qui aux États-Unis aussi augmentent considérablement leur fortune, et l'écart, c'est ça qui est le problème principal sûrement en Occident, c'est l'écart entre les plus riches et les plus pauvres n'a jamais été aussi étendu, et s'accroît de manière accélérée. Le problème, c'est que les États-Unis, c'est un système en fait entièrement corrompu. On pourrait dire qu'il y a une corruption systémique dont on ne parle pas assez et qui est en train de gangréner l'Union européenne, car nous importons les mêmes mécanismes. Emmanuel Macron a apporté les mêmes mécanismes en France, à savoir ne plus taxer les ultra-riches. Rappelons qu'aux États-Unis, en 15 ans, l'augmentation de la fortune des plus riches, c'est-à-dire les quelques centaines de millionnaires et les milliardaires, a été de 175%, alors qu'en France, elle a été de 476%, 3 fois plus quasiment, 2 fois et demi plus qu'aux États-Unis. Pourquoi? Par les baisses d'impôts. Or, souvenons-nous, revenons en arrière pour les États-Unis, dans les années 30, avec les politiques mises en place par Roosevelt, de taxation aussi des plus riches, les États-Unis n'étaient franchement pas l'URSS, c'était pas du tout un pays bolchevique, hein, je parle des États-Unis des années 40, 50, 60, 70, qui ont tellement rayonné dans le monde, industriellement, économiquement, culturellement, qui sont allés dans l'espace. Eh bien, la frange la plus haute de taxation des revenus était de 92%, encore pire que ce que demande Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez, on a là un vrai problème, et le problème est dû au fait que, eh bien, ce sont les riches qui financent les campagnes électorales, tant des présidents que des députés, des congressmen et des sénateurs. C'est Barack Obama qui a aggravé le système de corruption de telle manière qu'en fait, on ne peut même pas attaquer cette corruption puisqu'il a cassé tous les plafonds de financement des hommes politiques aux États-Unis. Résultat des courses, évidemment, les lois sont faites à l'avantage de ceux qui vous financent. Hein. Vous êtes moins financé par les pauvres, vous êtes très financé par les riches.
il y a quand même une forte probabilité que vous veniez à voter des lois qui d'ailleurs peuvent être écrites directement par les multinationales à l'avantage de la fiscalité des multinationales, des institutions financières, comme des particuliers les plus riches aux États-Unis. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les sénateurs et députés américains, souvent, sortent millionnaires à la fin de leur mandat, alors qu'ils ne l'étaient pas en rentrant. Voilà. Et la situation est qu'on a peut-être une situation de casse de l'économie américaine pour les raisons suivantes. Les marchés boursiers américains sont clairement dans l'incertitude. Les actions américaines ont clôturé la semaine dernière à une baisse de 2%. Goldman Sachs estime à 35% la probabilité d'une récession aux États-Unis au cours des 12 prochains mois. Et cette probabilité ne fait que s'accroître. Et Goldman Sachs, en tout cas les prévisionnistes de Goldman Sachs, ont revu à la baisse les prévisions pour le S&P 500, invoquant justement la hausse des droits de douane et les risques croissants de récession. Le déficit commercial américain, lui, est également sans précédent, un peu comme en France. Le déficit commercial en février a été quasiment de 148 milliards de dollars pour le seul mois. Et le déficit révisé de janvier a atteint, lui, 153 milliards. C'est absolument colossal. Et cette hausse est attribuée cette augmentation du déficit est apportée à une augmentation des importations de fournitures industrielles, notamment du pétrole, et aussi de GNL, d'or, d'acier, parce que les producteurs anticipent la guerre tarifaire. Donc, pour le moment, c'est un effet d'augmentation du déficit américain. La raison est logique. Vous êtes entrepreneur américain, vous vous dites que ce que vous importez va être taxé, donc va vous coûter beaucoup plus cher. Mieux vaut en apporter beaucoup pour avoir des réserves. C'est ce qui s'est passé et qui explique la hausse assez importante du déficit américain de février et de janvier. Les analystes économiques parlent de risque de tempête financière, de crise financière, un peu comme en 2008. Pourquoi ? Eh bien, le S&P 500 et l'indice du dollar américain ont respectivement reculé de 6,5%. Alors ça, c'est pour les moins 6,5% pour le S&P 500 et moins 3,5% depuis le 31 janvier, donc depuis que Donald Trump est président, pour l'indice du dollar américain. Or, ça, conjointement, ça s'est très rarement produit dans le passé. La dernière fois que les actions S&P 500 et le dollar ont chuté simultanément, eh bien, ça avait été juste avant la crise financière de 2008. Donc un risque de récession tel qu'on n'en a pas vu depuis 2008. Vous vous souvenez des conséquences de 2008. L'Europe, la France, ne sont toujours pas sortis de la crise de 2008. Les crises qui sont venues après se sont ajoutées à une non-sortie réelle et définitive des conséquences de la crise de 2008. Il y a également un problème de concentration du marché américain, parce que le marché boursier américain connaît une concentration historique sans précédent, qui dépasse la frénésie d'une autre crise, celle de la bulle Internet de 2000. Les 10 premières actions représentent 36% du S&P 500, ce qui est à nouveau un record historique. Et là, on a à nouveau un record historique qui résonne avec une autre crise, celle qui était avant 2008, celle de la bulle Internet de 2001. Je l'ai vécu directement quand je vivais aux États-Unis à Boston. C'est assez sévère et ça a des conséquences néfastes. Un autre indicateur que les choses ne vont pas bien dans l'économie américaine en particulier et dans l'économie mondiale, c'est l'or. L'augmentation du coût de l'or est sidérant. Regardez, faites cet exercice chez vous. C'est important de le faire pour comprendre ce qui se passe dans le monde, dans l'économie mondiale. De temps en temps, allez sur n'importe quel site d'analyse des cours, des matières premières, des hydrocarbures, des actions. Et regardez par exemple l'or et faites-le sur 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans. Vous allez voir l'augmentation sidérante du prix de l'or.
beaucoup d'augmentation depuis le début de la guerre en Ukraine. Et il est conseillé par les gestionnaires de fonds que l'or est plus performant que le dollar en temps de guerre économique. Donc ce décalage entre l'or et le dollar, qui est colossal, hein, puisque quand les riches achètent de l'or ou de la pierre, c'est qu'ils sont inquiets de la situation économique générale, qu'ils craignent une crise financière et achètent ce qui est stable. L'or est absolument stable puisque sa quantité est limitée. Il ne peut pas y avoir de surproduction parce qu'on sait le rythme de production d'or est très faible. Et depuis que l'homme creuse la terre, il y a un maximum de 3 piscines olympiques d'or qui ont été sorties de la terre. C'est assez limité depuis qu'on creuse la terre et qu'on fait de l'or. Donc c'est très solide comme moyen de garantie pour la fortune des plus riches. Et s'ils investissent dans l'or, c'est qu'ils croient moins au marché des actions, qu'ils croient moins à d'autres marchés. Et donc ils craignent une récession. C'est un indicateur important. Il faut s'imaginer que l'augmentation de la capitalisation boursière de l'or au cours des 12 derniers mois est de 7 000 milliards de dollars. L'augmentation de la capitalisation, 7 000 milliards de dollars, ça témoigne de quoi? Eh bien, ça témoigne d'une inquiétude, d'une incertitude économique extrême. Historique. Donc, on l'a dit, la hausse de la dette américaine pose problème et les projections sont très mauvaises. Il y a un bureau très intéressant à suivre, c'est le Congressional Budget Office, le CBO, le bureau du budget du Congrès américain, qui a publié des prévisions alarmantes sur les déficits fédéraux, qui risquent d'augmenter. Il risque d'augmenter malgré ce que fait le Doge. Encore une fois, rappelons ce que nous disons régulièrement, ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, ce que répète tout le temps Jeffrey Sachs, un grand économiste, c'est que le problème, c'est pas tellement le facteur, le postier américain ou les économies faites ici et là. Oui, ça fait des économies, oui, il y a sûrement de la bureaucratie inutile, mais le gros problème du déficit budgétaire américain, c'est la guerre. Les 800 bases militaires à travers le monde, et ça, c'est catastrophique. On va voir que ça risque de s'aggraver. Donc, il est de 6,2% du PIB, le déficit budgétaire américain, c'est-à-dire, c'est pas bon du tout, hein, c'est comme la France, hein, 6,2% du PIB, et il pourrait passer à 7,3% pour 2035. La dette américaine, c'est 100% du PIB actuellement. C'est mieux que la France, hein, nous on est à plus de 120%, mais il est prévu qu'il y a un bond à 156% d'ici 2035. C'est colossal. Donc un non-règlement du cœur du problème de l'économie américaine. Alors quand on compare au problème économique de la Chine ou de la Russie, hein, franchement, tout va bien chez eux. Le chômage également. Le chômage américain en février 2025 est de 4,1%. Oh, 4,1%, ça va, il n'y a pas de problème. Bon, ça c'est le U3, le U3. Mais si on regarde le U6, eh bien le chômage est de 8%. Mais c'est quoi le U3 et le U6? Eh bien c'est comme en France. Le U3, ça correspond au chiffre du chômage, des personnes au chômage en recherche active d'un emploi et qui le prouvent. Mais le U6, eh bien c'est ceux qui ne sont pas réellement en recherche d'emploi, qui travaillent un peu au black, les travailleurs découragés, tous ceux qui sont en sous-emploi, en tiers d'emploi, bref, qui de facto sont en fait dans une situation de chômage, mais qui ne correspond pas au calcul du chiffre du chômage du U3. C'est un peu comme en France, c'est les catégories A, B, C, D, qui avant étaient fusionnées, elles ont été divisées, elles ont été séparées il y a très longtemps par Martine Aubry en 1997. Et donc souvent les gouvernements et les médias parlent d'augmentation, d'amélioration des chiffres du chômage. Bon, évidemment, le problème n'est pas les chiffres du chômage, mais la situation réelle des citoyens, et celle-ci est bien mauvaise. C'est pour ça qu'il est intéressant d'aller observer cet indicateur qu'a fait l'INSEE en France, qui est le halo du chômage et qui montre en fait quelle est la réalité.
du chômage. Bon, l'économie américaine est quand même en grande difficulté. On verra si la thérapie de choc de Donald Trump la coule un peu plus ou la sort de l'ornière dans laquelle elle est. Ça, l'avenir nous le dira. Alors, une autre taxe a été, Donald Trump a voulu imposer une autre taxe, c'est sur le pétrole russe, parce qu'il n'est pas très content de comment les choses se passent. Lui, là, il voulait aussi que ça aille vite et puis que ça soit comme lui il voulait. Bon. Sauf que ce qu'il veut en Ukraine, c'est mettre des triangles dans des carrés, ça marche pas. Vous savez, le jeu des enfants. C'est beaucoup plus compliqué. Les Russes ont été assez limpides. On reviendra sur cette question, sur que veulent les Russes dans une ligne de front qui sortira bientôt. Là, on a Donald Trump qui se vexe et il dit qu'il va faire une augmentation de 500% de ceux qui achètent de pétrole, du gaz et de l'uranium à la Russie. Mais il va faire des taxes de 500% à ceux qui aident à transférer le pétrole russe, sans viser bien sûr l'Inde et la Chine, qui sont de très très grosses économies et qui risquent de le prendre très très mal. À se demander si derrière tout ça, ce que vise réellement Donald Trump, ce n'est pas d'affaiblir la Chine. On va le voir avec le sujet suivant, qui est le risque de guerre en Iran. En tout cas, voilà, nouvelle sanction possible qui reviendrait à une situation hantée, celle de Joe Biden. Nouvelle sanction contre la Russie. Donald Trump parle de nouvelles mesures contre la flotte fantôme russe, la flotte fantôme des pétroliers russes. Sauf que voilà, on en a parlé beaucoup ici, l'économie des BRICS s'organise de manière très très différente et assez efficace entre eux. Il y a un vrai risque que les États-Unis se séparent un peu de l'économie mondiale et se retrouvent dans leur coin. Alors peut-être, encore une fois, peut-être que l'objectif, peut-être qu'il sera réalisé, c'est de se relancer à l'avenir et de renforcer leur industrie. Un autre événement lié aux Américains qui est survenu, c'est le décret 1473. Alors, c'est quoi le décret 1473 ? C'est le décret pris par Donald Trump le premier jour de son mandat à la Maison-Blanche et qui qui met fin au programme promouvant l'égalité des chances au sein de l'État fédéral. Donc plus d'affirmative action, d'égalité homme-femme, d'accès favorisé pour telle minorité sexuelle, telle minorité ethnique, telle minorité religieuse, tout ça. Tabula rasa, il n'y a plus. Mais là, ce que disent les Américains, c'est que, alors je lis, ceci doit également obligatoirement s'appliquer à tous les fournisseurs et prestataires du gouvernement américain. Oh, c'est pas drôle ça. Les Américains maintenant demandent le contraire de ce qu'ils ont exigé avant, parce qu'avant ils exigeaient évidemment que les lois s'appliquent ailleurs comme elles s'appliquaient chez eux. Donc c'est qu'il y ait des politiques que certains considèrent woke, en tout cas des politiques d'égalité entre les gens, entre les ethnies, entre les religions sur le lieu de travail. Alors le MEDEF a réagi par son président, Patrick Martin, qui a dit que c'était inadmissible. Je lis. C'est inadmissible parce que cela traduit une dérive du gouvernement américain, du président américain lui-même, qui veut signifier une emprise sur l'économie mondiale et les valeurs européennes. On ne peut pas s'incliner, nous avons des valeurs, des règles, nous devons les respecter. Il est hors de question d'y renoncer. Ok, très bien. Félicitations, monsieur Patrick Martin. Le ministre du Commerce extérieur français a également déclaré les ingérences américaines dans les politiques d'inclusion des entreprises françaises, comme les menaces de droits de douane injustifiés, sont inacceptables. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Les ingérences américaines dans nos entreprises sont inacceptables. Enfin, le réveil. Mais félicitations. Alors, bon, c'est sur les politiques anti-woke de Donald Trump, mais il était temps. Nous étions, et nous sommes toujours parmi tous ceux qui continuent à dire je vois que ça s'est ouvert ici, qui continuent à dire que, depuis des années, qu'il faut que notre pays soit indépendant et totalement indépendant de toute ingérence. Qu'on ne vende pas Alstom parce que
General Electric veut l'acheter, que les Américains veulent les brevets de nos turbines et qu'ils trouvent une marionnette en la personne d'Emmanuel Macron, assez sympathique et un président faible comme François Hollande, pour vendre nos bijoux industriels. Eh bien, ça doit s'arrêter dans tous les domaines. Pareil pour Technip, pareil pour Alcatel, pareil pour toutes les contraintes américaines. Quoi, les Américains refuseraient qu'on vende de tels Rafales parce qu'il y aurait une composante dans le Rafale et qu'ils ne veulent pas qu'on le vende à tel ou tel pays? Stop, ça doit cesser. C'est génial. Je félicite M. Patrick Martin, je félicite le ministre du Commerce extérieur. Ils ont bien raison, on ne va pas se laisser faire, mais ça doit être maintenant devenir la norme, la généralité. Nous n'avons pas à subir l'extraterritorialité du droit américain. Ça devrait être un point commun à tous les partis politiques, sauf à être des traîtres à la nation. C'est salutaire. Merci, Monsieur Patrick Martin. Réveillez-vous la prochaine fois que les États-Unis vous imposeront des normes que vous accepterez parce que vous trouvez qu'elles sont bien celles-là. Sujet suivant, important. Et on fera un œil de cousin parce qu'il y a tellement de sujets qu'on ne veut pas aborder tout, mais celui-là, il est fondamental. Et, quelque chose se passe au Moyen-Orient. On a un risque de guerre clair et net avec l'Iran. Selon plusieurs médias de presse anglo-saxons, britanniques et américains, Israël et les États-Unis pourraient attaquer l'Iran dans quelques semaines. Clairement, c'est une volonté de Netanyahou. Netanyahou rêve de cela depuis des décennies. C'est un objectif fanatique de son gouvernement. Donc, de toute façon, il a besoin de la guerre. Sinon, il tombe, il finit en prison dans son propre pays puisqu'il est poursuivi par 2 cours, dont une pour haute trahison. C'est dire quand même. La guerre lui permet de se maintenir au pouvoir et de tendre la société israélienne, ce qu'il arrive malheureusement à la perfection. Guerre à Gaza, guerre en Cisjordanie, annexion en Syrie en cours avec l'extension du Golan. On recommence la guerre, il recommence la guerre à Gaza avec le soutien américain, avec une nouvelle bombe très très lourde. Et là, les membres du gouvernement israélien déclarent: il est temps de tracer une ligne. Bon, ça fait longtemps qu'il est temps de tracer une ligne, hein, c'est leur objectif. La situation actuelle dans laquelle Trump dirige les États-Unis, disent-ils, est un moment optimal pour résoudre le problème iranien. Il n'y aura pas de meilleure occasion. C'est ce que dit le gouvernement israélien. Il n'y aura pas de meilleure occasion. De meilleure occasion, pourquoi? Pour bombarder l'Iran. Alors on l'a vu récemment, c'était la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, le gouvernement américain a bombardé les Houthis. Vous vous souvenez, c'est cette affaire qui a embarrassé le gouvernement américain parce que sur une discussion signal, il y avait Waltz, il y avait J.D. Vance, il y avait Witkoff, il y avait Hegseth, le ministre de la Défense, et différents officiels des États-Unis. Et donc le scandale a été sur le fait qu'ils aient utilisé Signal. En fait, ils ont le droit. Qu'il n'ait pas mis que c'était des informations considérées comme secret défense. Mais depuis Barack Obama, à chaque fois qu'un type de personne de cette manière s'exprime, ou que ce soit sur n'importe quel support, c'est considéré de manière automatique comme un secret défense et il n'y a pas à le manifester à chaque fois comme c'est le cas avant. Mais ça, c'est de la tambouillerie américaine. Je ne sais même pas pourquoi on s'intéresse à ce point en France aux problématiques administratives américaines et on ne pose pas la question essentielle. Et pourquoi les Américains ont bombardé les Houthis qui ont arrêté de bombarder et de tirer des missiles sur Israël tant qu'il y avait le respect du cessez-le-feu? Et puis n'ont pas bombardé des cibles militaires. Aucun effet. Puisque les Houthis ont immédiatement répondu sur la flotte américaine. Et ils ont bombardé des civils. Des dizaines de civils, à nouveau, sont morts. Puis des bombardements ont été recommencés dans la ville de Sanaa, au Yémen. Énormément de morts civiles. Ça n'a, là non plus, intéressé personne. Ah, c'est vraiment un souci quand on défend les valeurs, hein, de ne pas s'intéresser à ce genre de bombardement. Bon, je sais, c'est le Yémen, c'est des
c'est un peu des Arabes, c'est pas très grave. De toute façon, ils ont déjà subi 14 ans de guerre conjointe Arabie Saoudite, États-Unis. Il y a eu plusieurs millions de personnes qui ont souffert de la faim. C'est pas grave. Un peu de bombardement en plus, c'est pas grave. Mais ça dénote une offensive en fait dirigée contre les Iraniens. Parce qu'en ce moment même, à Diego Garcia, l'une des plus grosses bases militaires, sûrement la plus grande base militaire américaine au milieu de l'océan Indien, eh bien, il y a le plus grand déploiement de bombardiers stratégiques américains B-52 jamais vu. Par ailleurs, les Américains ont redéployé des batteries antimissiles Patriot qu'ils ont amenées d'Asie et qu'ils positionnent au Moyen-Orient. Ils ont même amené des avions A-10. Ce sont des avions d'attaque au sol. Ça commence à être un peu bizarre, les attaques au sol. On va voir à quoi ils sont destinés. Et puis, il y a un deuxième porte-avions nucléaire américain, le Carl Vinson, qui a rejoint le USS Harry Truman avec ses 90 avions et hélicoptères. Donc, un deuxième porte-avions américain avec évidemment toute sa flotte. C'est le déploiement le plus massif américain depuis des décennies dans la zone. Et quand on voit l'excitation jubilatoire du gouvernement israélien, il y a des chances que quelque chose se prépare. Par ailleurs, Donald Trump a lancé un ultimatum à l'Iran en leur enjoignant de mettre fin au programme militaire nucléaire. Or, de programme militaire nucléaire iranien, il semble qu'il n'y en ait pas réellement. D'abord parce qu'il y a eu des accords sur le nucléaire iranien qu'a fait sauter unilatéralement déjà Donald Trump lors de sa première présidence. Et puis, l'agence atomique de l'énergie nucléaire mondiale a déclaré qu'il n'y a pas de fabrication d'armes nucléaires. Le guide suprême de l'Iran considère que c'est pas halal. C'est haram. Haram complètement de faire une arme nucléaire. Ce sont leurs préceptes religieux et il l'a interdit. Alors bien sûr, on peut considérer que tous les gens disent n'importe quoi et recommencer comme en Irak avec quelqu'un qui agitera au Conseil de sécurité. Vous savez, une petite fiole comme l'avait fait Colin Powell en disant « Oh là là, il y a des armes de destruction massive en Irak, on a plein de preuves, il faut déclencher une guerre, on sait quelle catastrophe s'en est suivie, 1 million de morts en Irak, un pays qui est toujours ravagé, le développement de Daesh, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'au Bataclan. » Et au massacre de Charlie Hebdo. Donc on est au bord d'une catastrophe si effectivement il y avait une guerre, car il faut bien comprendre que c'est une catastrophe pour l'Iran et une catastrophe peut-être là pour le coup un déclenchement d'une guerre mondiale, car beaucoup plus que l'Ukraine, sur lequel il y a une focale vraiment américaine et européenne, le reste du monde ça ne les intéresse pas beaucoup. Le sud global considère que c'est une guerre européenne et qu'il faut la régler, et que les torts sont partagés, et que c'est pas très intéressant. Par contre, l'Iran est dans une alliance militaire avec la Russie et la Chine. Je vous rappelle, nous avions noté ici sur Fréquence Populaire que quelques jours avant l'investiture de Donald Trump, l'Iran et la Russie avaient signé un accord de coopération militaire assez important. Sentant le vent du boulet, les Russes, là, maintenant, cette semaine, ont lancé la ratification à la Douma, à l'Assemblée nationale donc de Russie, la ratification de cet accord militaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Russie pourra, d'une manière ou d'une autre, qu'elle souhaitera, aider l'Iran dans sa défense en cas de bombardement coalisé. Or, l'Iran et surtout la Russie sont très efficaces en missiles hypersoniques et la Russie en appareils, en système anti-avion, anti-missiles. Quid demain si on a 20, 30, 40, 50 appareils israéliens ou américains qui sont abattus lors des bombardements? Par ailleurs, vous voyez, alliance des uns avec les autres sont alliés, Russie, Chine, plusieurs pays de l'Organisation de coopération de Shanghai avec l'Iran. De l'autre côté, il y a les États-Unis, Israël, l'OTAN. Ça pourrait vraiment mal tourner, un peu comme lors de la Première Guerre mondiale, avec ce jeu des alliances, l'enchaînement des alliances qui fait que tout le monde se retrouve à faire la guerre avec tout le monde à cause d'un coup de feu tiré au Yémen. Ça serait drôle, hein? Je ne sais pas si ce serait drôle, ça serait surtout tragique. Ça serait drôle, ce qui est drôle, c'est le changement de... le coup de feu n'est plus tiré à Sarajevo, il serait tiré maintenant ailleurs dans le monde, au Yémen, mais ça serait encore plus tragique pour le monde,
au minimum pour l'économie mondiale, car 50% du pétrole et du gaz mondial passent par là. Les Iraniens ont prévenu déjà et ont fait suffisamment d'opérations militaires en ce sens. Il pourrait y avoir une paralysie du détroit d'Ormuz assez simple en coulant quelques navires. Donc le détroit d'Ormuz, regardez sur une carte, est très étroit, facile à bloquer. Cela poserait d'énormes problèmes à l'Arabie Saoudite, au Koweït, aux Émirats Arabes Unis. L'exportation de pétrole en serait atteinte et il est évident que les Chinois, peut-être encore plus que les Russes, ne laisseront pas faire car les Chinois dépendent à 40% de l'Iran pour leurs importations de gaz et de pétrole. Imaginez une guerre, alors peut-être que c'est ce que Donald Trump vise, comme avec la guerre commerciale, affaiblir la Chine, donc l'affaiblir en lui coupant une partie de ses approvisionnements en pétrole. Alors le truc, c'est que ça favoriserait la Russie, parce que évidemment, une augmentation des cours du pétrole, même si elle en vend moins, augmenterait considérablement ses revenus, puisque si l'Iran est coupé par une guerre dans la fourniture d'hydrocarbures, la Russie en serait encore plus renforcée pour l'Inde, la Chine et les autres pays BRICS et du Sud global en général. Gros problème. Donc, création d'un désavantage dans le cadre d'une guerre à venir. On va voir ce qu'il en est. Je crains malheureusement qu'on soit au bord d'un conflit en Iran. Évidemment, ce conflit obérerait toutes les discussions déjà difficiles. Mais heureusement qu'elles ont été reprises, c'est normal qu'il y ait des discussions entre la Russie et les États-Unis, mais cela rendrait quasiment impossible tout règlement pacifique, ou en tout cas un cessez-le-feu en Ukraine, bien évidemment, et risquerait l'implication directe de puissances nucléaires dans un conflit absolument pas nécessaire, à savoir celui de l'Iran, du bombardement de l'Iran, pour complaire, encore une fois, au gouvernement Netanyahou. Ce serait une catastrophe. Espérons qu'au dernier moment, les États-Unis se retiendront d'appuyer sur la queue de détente, c'est-à-dire ce que certains appellent la gâchette. Puisqu'on est sur la guerre et qu'on parle d'Israël, il faut parler de Elnet. Alors, qu'est-ce que c'est Elnet? C'est le European Leadership Network. European Leadership Network. C'est une organisation non gouvernementale qui promeut les liens entre l'Europe et Israël. Ça a été fondé en 2007. En fait, il s'agit d'un lobby pro-israélien qui tisse des partenariats avec l'Union européenne, avec les commissaires européens, avec les parlementaires des différentes assemblées nationales européennes, et dont l'objectif est de contrer les critiques portées au gouvernement israélien. Il est inscrit en France comme un lobby et enregistré comme tel auprès de l'Assemblée nationale. Alors le Elnet a pour ambition de devenir l'AIPAC européen. L'AIPAC, c'est le lobby, je fais très attention à ce que je dis, les amis, ce n'est pas le lobby juif, qui serait de l'antisémitisme évidemment, c'est le lobby du gouvernement israélien aux États-Unis et d'une partie particulière du gouvernement israélien, c'est-à-dire la droite du Likoud, on va dire, hein, c'est-à-dire les extrémistes, l'extrême droite israélienne, c'est le lobby de Netanyahou. Voilà ce que c'est. Parce qu'il y a d'autres lobbies, comme par exemple G Street aux États-Unis, pour la rue G, parce que le bâtiment se trouve dans la rue J, à Washington, et aussi pour Jewish Street, J comme Jew, c'est plutôt de gauche, c'est plutôt pacifiste, et ils ne sont pas du tout dans la même logique que l'AIPAC. Et la critique de Elnet, je tiens à le préciser, ne correspond pas à un quelconque antisémitisme, évidemment, et ne dit pas qu'Israël n'a pas le droit d'être indépendant et que je ne sais quelle organisation terroriste islamiste ne le serait pas. Ça n'a rien à voir. C'est parler d'un sujet dont on parle assez peu, et donc c'est du lobby du gouvernement israélien en Europe et spécifiquement en France. Pourquoi? Parce que la semaine dernière s'est tenu un sorte de congrès qui montre l'augmentation de l'influence d'Elnet en France et auprès des décideurs français, et qui a réuni quand même 2000 personnes, dont plusieurs ministres.
personnellement, je trouve que quand on est un pays indépendant, c'est assez étonnant d'aller, en tant que ministre, hein, dans des congrès organisés par un lobby d'un gouvernement d'un pays étranger dans son propre pays. Je dis ça, je dis rien. Donc je le répète, pour que ce soit clair, au cas où ce ne serait pas clair. Il y a des lobbies, il y a plein de lobbies. Il y a des lobbies chinois, il y a des lobbies russes, il y a des lobbies américains, surtout énormément de lobbies américains. Le problème, c'est qu'il faut bien qu'il soit déclaré comme tel. On est d'accord. Or, il est déclaré comme tel, Elnet. Et le problème, c'est que des membres du gouvernement aillent à des réunions d'un lobby déclaré d'un autre gouvernement. Ça, c'est un problème. Et c'est un problème, on le dit depuis assez longtemps, concernant les États-Unis. Mais là, c'est nouveau. C'est un lobby qu'on connaît assez peu. On connaît les Young Leaders, on connaît les lobbies un peu moins, les lobbies chinois, on connaît les think tanks comme l'Atlantic Council, le German Marshall Fund, et ainsi de suite. Et là, on a un lobby qui travaille avec les élus français. Il faut savoir, Mediapart a mené une enquête sur Elnet et a rappelé que Elnet avait envoyé une centaine de parlementaires français, tout frais payés, en Israël depuis 2017. C'est un souci qu'un lobby d'un gouvernement paye toutes les dépenses d'un député français, d'un lambda. Pourquoi pas, c'est tout à fait aucun problème, mais d'un député français, c'est un souci. Et encore une fois, c'est le même souci pour n'importe quel autre pays. Mais là, ça s'est tenu la semaine dernière, et on a eu comme orateur, entre autres, Manuel Valls et Bruno Retailleau, deux ministres du gouvernement, un ancien Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, qui ambitionne d'être président de la France. C'est assez problématique, compte tenu justement des tensions majeures qu'il y a au Proche-Orient, de la guerre que fait le gouvernement actuel d'Israël contre les Palestiniens, qui n'est pas tellement dénoncé. Alors, encore une fois, il s'agit d'un nettoyage ethnique à tendance génocidaire, comme le notaient les instances de l'ONU. Ce qui, pour le moins, vous conviendrez, est problématique. Donc il faut garder un œil sur ce nouveau lobby, comme sur tous les lobbies étrangers qui grenouillent en France et où il y a une très 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 forte porosité de nos politiques à recevoir de l'aide, des financements de ces lobbies étrangers, quel que soit le pays dont ils proviennent. Et enfin, le Groenland. Clairement, les États-Unis ont décidé de conquérir le Groenland et d'en faire leur 51e État. Quoi qu'en dise l'Union européenne ou le Danemark, qui finalement n'en dit pas grand-chose, tellement ils sont dépendants des États-Unis. Ce qui est encore une fois, bel exemple du problème des lobbies étrangers, puisque les lobbies américains sont les premiers lobbies en Europe et ont placé plus d'un politicien et financé plus d'un politicien et d'un parti politique sur les dernières décennies. Ça empêche d'agir quand il faut agir. On est très clairement dans ce cas-là. Alors, Trump l'a dit, il avait dit, on l'avait analysé au moment de son discours au Congrès des États-Unis, Trump est convaincu que les États-Unis obtiendront le Groenland. Et il n'a pas exclu la force militaire. Clairement formulé de cette manière, il ne l'a pas exclu. Il a dit, à nouveau, lors d'une interview à NBC cette semaine, nous obtiendrons le Groenland. Yes, oui, à 100%. Il a dit, il y a une forte probabilité que cela soit accompli sans recourir à la force militaire. Mais il a dit qu'il ne retire rien de l'ordre du jour. Donc il ne retire pas une intervention militaire pour conquérir le Groenland. On en est là. Les États-Unis déclarent clairement qu'ils pourraient faire une intervention militaire pour conquérir le Groenland. Et Donald Trump a dit qu'en fait, il n'a pas le choix. Il doit conquérir le Groenland. Et c'est encore une fois J.D. Vance qui a dit les choses de la manière la plus brutale, alors que c'est ce que font les États-Unis depuis des décennies. C'est un empire global qui cherche à améliorer sa position dans le monde et à contrôler les ressources. J.D. Vance l'a dit clairement. Pourquoi veulent-ils prendre le contrôle du Groenland? Eh bien, c'est pour accéder aux ressources, mais aussi pour avoir une meilleure part sur l'Arctique
dont les États-Unis sont assez, où les États-Unis ne sont pas suffisamment impliqués selon eux. Vous voyez cette carte à l'écran, on voit que les États-Unis veulent clairement combattre et compenser cette chute, cette inégalité, selon eux, inégalité entre guillemets, de quasi 50% du contrôle de l'Arctique par la Russie et d'un gros morceau détenu par le Canada et le Groenland. C'est ça qui explique leur visée. Trump veut que les États-Unis égalisent la Russie dans le contrôle de l'Arctique. Or, actuellement, ce n'est pas le cas. Et il a dit, l'Arctique est la priorité principale des États-Unis, même devant le Moyen-Orient, c'est dire. Car il a déclaré, et c'est la ligne américaine, sans poids arctique, il n'y a pas de grande puissance. Donc, confrontation avec la Russie. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'Arctique? Eh bien, il y a 13% des réserves mondiales de pétrole, 30% des réserves mondiales de gaz. Imaginez cela. Il y a aussi énormément de métaux rares, au Groenland, hein, mais également dans l'Arctique. Du lithium, du cobalt, du charbon. Et aussi, c'est parmi les meilleures zones pour la pêche du poisson. Et bien sûr, avec la fonte des neiges, eh bien, les nouveaux gisements vont être miniers, vont être beaucoup plus accessibles. Et là, il y a un affrontement russo-américain sur les brises-glaces. On en avait parlé, mais c'est très important pour comprendre la différence géopolitique entre les Russes et les Américains. Les Américains ont 2 brises-glaces, 2. C'est le Polar Star et le Healy. 2 brises-glaces. Les Russes en ont 40. 40 brises-glaces, dont 7 nucléaires, les plus gros du monde. Et ces brises-glaces assurent une domination russe massive sur l'Arctique, dont ils contrôlent légalement déjà quasiment 50%, et ce qui leur permet de se déplacer très facilement. Donc l'Arctique, c'est le principal champ de bataille pour l'influence et les ressources à venir dans les 10 et 20 prochaines années. C'est là que se fait la focale, et c'est pour ça que les États-Unis feront tout pour conquérir le Groenland. Voilà. Avec ce magnifique décor, c'est tout pour aujourd'hui, tout pour cet œil de Kouzma. Encore excusez-nous du manque de régularité de l'œil de Kouzma. On va finir par réussir à y arriver. Nous faisons énormément de choses. Vous voyez, on le fait cette fois-ci de Grèce. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter. C'est important pour nous, de la faire connaître autour de vous, donc de la partager. Également, abonnez-vous sur TikTok, abonnez-vous sur le fil Telegram de Fréquence Populaire. Merci à vous et à très bientôt.